il faut parler du scandale des crèches privées. En 2004, vous avez ouvert les crèches au marché privé et vous avez cédé au lobby en favorisant le privé par rapport au public. Depuis 10 ans, 90% des places qui ouvrent sont des places en crèches privées lucratives. La question, c'est qui gère ces crèches privées? Eh bien, ça va du fonds de pension américain au fonds de pension britannique. Et à ce stade, je pense que tout le monde peut saisir l'évidence malsaine d'avoir construit un marché géré par des fonds de pension américains qui cherchent à faire de la rentabilité sur des bébés en France. Mais, et c'est là que ça devient étrange, tout ce système que vous favorisez, qui va du bébé au fonds de pension américain, est financé quasi exclusivement par l'argent des Français. On parle de plusieurs milliards d'euros d'argent public, d'exonération d'impôts à 75% pour les grandes entreprises. Un PDG en a même rigolé en audition en disant « c'est presque un don ». Mais le pire, c'est le système de financement que vous avez créé qui s'appelle la PSU. Il dit que pour que les fonds de pension reçoivent leur argent public, il faut qu'ils appliquent une tarification à l'acte sur le bébé. C'est la même tarification à l'acte que celle qui a tué l'hôpital public. En gros, la rentabilité d'un bébé va dépendre de la quantité d'heures qu'il passe à la crèche et de différents bonus en fonction du profil du bébé en question. Vous prenez des fonds de pension américains, vous prenez un système de financement public avec lequel évidemment vous allez avoir de l'optimisation, vous mettez des bébés au milieu et ça vous donne ce qu'on a vu. Salariés en sous-nombre et sous-payés, détournement de fonds publics, fraude, maltraitance, réduction des coûts sur la nourriture, sur le chauffage, sur les couches. Ça fait 20 ans que les salariés, les parents, les mairies vous disent d'arrêter avec ce système, mais vous cédez sous la pression des lobbies. Et c'est ça qu'on reproche à Aurore Bergé, d'avoir étouffé le scandale sous la pression des lobbies. C'est ça qu'on reproche à Yael Braun-Pivet, d'avoir couvert Aurore Bergé pour empêcher qu'elle se justifie devant la justice. Et c'est ça qu'on vous reproche à vous, les macronistes, de ne rien changer parce que les lobbies vous disent de ne rien changer. Malgré les fraudes, malgré les maltraitances, malgré les détournements, vous laissez faire pour que rien ne change. Alors, mesdames et messieurs les ministres, ma question est simple. Est-ce que oui ou non, vous allez en terminer avec la marchandisation des bébés, ou est-ce que vous aussi, vous êtes des Aurore Bergé? Monsieur le rapporteur Boyard, évidemment, puisque je vais vous me poser une question sur qui je serai, je me contenterai d'être Paul Christophe, ce sera déjà pas mal. Mais en tout cas, j'ai bien compris que vous aviez un prisme assez évident sur les crèches. Doivent-elles être privées ou publiques? C'est pas la peine que je vous réponde puisque vous avez fait votre choix. Ce que j'observe, moi, c'est notre défaillance en matière de contrôle, en tout cas. Et je crois beaucoup au service public de la petite enfance, qui va là aussi nous rapprocher des collectivités territoriales pour apprécier finalement le besoin, et je le lis dans mon propos aussi, pour déterminer de la qualité. Et je pense que c'est là où on a été, à mon sens, défaillant, et c'était à peu près la même chose pour les EHPAD au regard du scandale Orpea. Le contrôle ne reposait pas sur des grilles d'évaluation sincères. Sinon, on aurait pu voir qu'à partir d'un certain volume de dépenses, il y a un sujet. Et il ne faut pas avoir d'hypocrisie. Quand on voit un organisme public fonctionner avec un coût de l'ordre de 10 000 euros au berceau, s'il y en a qui opposent 3 000, c'est qu'il y a un sujet. Et je pense que là, on se retrouvera forcément sur la même ligne pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose à améliorer. Et je crois beaucoup à la déclinaison de ce service politique de la petite enfance, cette responsabilité conjointe qui nous incombe et notre capacité à faire évoluer les dispositifs et répondre aux attentes. Et enfin, je le rappelle, à notre attention particulière sur la transformation du complément de garde. Vous dites qu'effectivement, il n'y a pas de mesure particulière dans le texte. Évidemment, c'est plutôt des mesures en chiffres qu'en lettres, puisque nous avons 200 millions d'euros qui sont consacrés, 200 millions d'euros supplémentaires qui sont consacrés à la réforme du libre de choix du mode de garde, une transposition de ce qui avait été annoncé précédemment. Je dois vous dire que je me sens un peu démuni devant le projet de loi de finances de la sécurité sociale que vous nous soumettez aujourd'hui. J'ai le sentiment en effet que nous partons, vous et moi, de positions absolument irréconciliables. Il y a un déficit public important dont je ne minimiserai pas la portée. Ce sont vos prédécesseurs qui en portent la responsabilité, mais il vous appartient, à vous, le nouveau gouvernement, d'en répondre et d'y apporter des réponses qui, normalement, se doivent d'être en rupture avec les méthodes de gestion de l'ancien gouvernement. Alors le soi-disant sérieux budgétaire qui a essentiellement consisté à organiser le désarmement fiscal de la nation au profit des plus riches n'a pas fonctionné. Aucun ruissellement n'a eu lieu, les travailleurs se sont appauvris et le déficit s'est creusé. Du côté de la sécurité sociale, ce qui est à l'origine de son déficit, ce n'est pas un dérapage des dépenses sociales et de santé, c'est le résultat de l'assèchement des ressources. La perte de recettes sur les seules niches sociales, c'est-à-dire le contournement des salaires, est estimée en 2023 à 19,3 milliards d'euros. 9,4 milliards d'euros de plus en 5 ans non compensés par l'État. Les allègements généreux de cotisations sociales représentent 80 milliards d'euros. Le PLFSS prévoit de reprendre 5 milliards d'euros en commençant à réduire ces exonérations de cotisation. C'est un début, mais admettez que l'on est très loin du compte. Et donc, dès lors que vous considérez, comme vos prédécesseurs, que la sécurité sociale est une variable d'ajustement du déficit public, si vous n'allez chercher pas les ressources, ce sont les droits de nos concitoyens qui vont en pâtir.
Or, ce ne sont pas les travailleurs, les familles, les retraités, les soignants qui ont vécu des largesses de vos prédécesseurs ces 7 dernières années. Ils n'ont même passablement souffert. Pourtant, à travers ce PLFSS, vous leur dites « ça suffit, il faut participer à l'effort de réduction du déficit ». Madame la ministre nous dit « chacun doit prendre sa part », en renonçant encore un peu plus à vous soigner, parce que nous allons baisser le ticket modérateur, mais près de 6 Français sur 10 renoncent déjà à des soins dont ils ont besoin. Vous paierez un peu plus cher encore votre mutuelle, après qu'il y ait déjà eu des augmentations de 8 à 10% cette année. Vous renoncerez même à tomber malade, car nous allons baisser le plafond de remboursement des arrêts de travail pour raison de santé. Vous, les retraités, vous attendrez 6 mois de plus pour bénéficier de la revalorisation de vos pensions de retraite, contrairement à ce qu'avait annoncé le président de la République en juin. Vous, les personnels soignants et non soignants de nos hôpitaux et de nos EHPAD, vous continuerez de faire votre travail avec toujours trop peu de moyens. Le déficit des hôpitaux publics devrait dépasser les 2 milliards d'euros en 2024. 85% des EHPAD sont en déficit. Les personnels, les soignants et non soignants sont exsangues. La FHF estime qu'en l'état actuel du PLFSS, il manque déjà 3 milliards d'euros pour les établissements de santé et 200 millions pour les EHPAD en 2025. Seulement pour ne pas sombrer un peu plus. Comme vos prédécesseurs, vous fixez des objectifs de dépenses sans commune mesure avec les besoins, d'ailleurs que vous évoquez très peu, les besoins. Vous demeurez obstinément sourds et aveugles devant la réalité, celle de l'effondrement de notre système de santé, qui n'est pas provoqué par le système lui-même de sécurité sociale, mais par cette politique de moindres dépenses et de moindre investissement dans la protection sociale. Au final, ce PLFSS est tout à fait cohérent si l'on considère que vous marchez dans les pas de vos prédécesseurs. Pour vraiment changer, essayez l'exercice au moins une fois et de partir des besoins des populations pour construire un PLFSS. Et là, vous verrez que vous ne reculerez pas dans la conquête de nouvelles ressources. Voici venu malheureusement dans le texte de financement de la sécurité sociale l'impôt Barnier sur les apprentis, puisque pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est l'article 7 de votre projet de loi. Dès lors qu'un apprenti sera payé au moins un demi-SMIC, 700 €, donc pas forcément la fête, eh bien, il devra s'acquitter de 2 impôts, la CSG et la CRDS, dont il était jusqu'à présent exclu. Ça représente 50 € en moyenne par apprenti par rapport à leur rémunération. Et je pense, dans ma circonscription, à ceux qui sont dans les CFA de Blagnac ou de Toulouse, ou dans les lycées Saint-Exupéry ou Hélène Boucher, qui sont d'ores et déjà payés au lance-pierre et vont voir baisser leur rémunération. Alors, pourquoi leur faire les poches? Eh bien, parce que depuis 5 ans, il y a des aides excessives qui sont distribuées, non pas au patronat dans son ensemble, mais au grand patronat, c'est là le problème, pour des très grandes entreprises qui font beaucoup de profits. Bilan, il y a 25 milliards d'euros dépensés par an, désormais, en rythme de croisière. 25 milliards par an. C'est 2 fois le déficit de la sécurité sociale. Et ça, sans qu'il n'y ait pour autant un véritable contrôle des conditions d'apprentissage. Vous le savez, plus d'un quart des contrats sont rompus, ça monte à 40% dans l'hôtellerie-restauration. Il y a 15 000 accidents du travail par an qui touchent les apprentis. Et aujourd'hui, la moitié des employeurs n'assurent pas leur devoir de tutorat et n'encadrent pas les jeunes. Donc, un apprenti de 19 ans, en 3e année, vous allez lui prendre 48 € par mois avec la CSG et la CRDS. Je veux dire ici que nous ne l'acceptons pas et que le monde des apprentis ne l'accepte pas non plus. Il y a évidemment des choses à faire. Je pense qu'ils doivent être revalorisés. Je pense qu'on doit leur assurer une véritable formation et pas les substituer à des postes de travail où ils font en fait le même boulot que leurs collègues. On pourrait même envisager que des pays, par exemple comme la Suisse, qui ne sont pas des phares communistes, leur accordent des semaines de congés payés supplémentaires pour assurer la formation. Tout cela devrait être sur la table aujourd'hui et pas leur faire les poches et leur prendre 50 € à chacune et à chacun. Merci. Donc sur les questions d'apprentissage, les questions ont été posées par les députés Legac, Clouet et M. Dussaucé. Rappelez tout d'abord que l'effort aujourd'hui sur l'apprentissage est de 15 milliards d'euros. Grosso modo, je vous donne ici les grandes masses, à peu près 4 milliards d'euros sur les aides aux employeurs qui embauchent des apprentis, 10 milliards d'euros sur le financement de la formation ou des CFA et à peu près un peu moins d'1 milliard d'euros sur les exonérations. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet, et ce sera bien d'y travailler ensemble d'ailleurs, sur la question du financement de la formation, les dizaines de milliards, parce qu'il y a, je pense, la nécessité de travailler mieux sur le pilotage par la qualité. Monsieur Clouet a signalé voilà, l'augmentation des taux de rupture, les difficultés que pouvaient avoir
avoir les apprentis à trouver des stages en entreprise. Donc je pense que ça, c'est vraiment un sujet qu'il va falloir regarder et ce serait bien qu'on puisse le regarder ensemble, à la fois en fonction des filières qui sont présentes sur vos territoires et des problématiques de vos entreprises.